dédiée au développement durable depuis près de 20 ans. Donc, je suis heureuse de revoir mes collègues d'Apollo 21. Bonjour. Monsieur Fraval donc a déjà posé en tout cas un certain type d'enjeux et un certain type de levier également pour rentrer dans ce sujet de la RSE, et donc je devais intervenir en premier pour planter un petit peu le décor et puis aussi donner des éléments par rapport à la mise en œuvre concrète de la RSE au sein de nos entreprises. Mais c'est vrai qu'on parle de RSE, il faut aussi bien penser que la responsabilité sociétale, elle a été envisagée sur le plan des organisations. Je parlerai un petit peu de la norme ISO 26000 et qu'on parle de responsabilité sociétale des organisations, que nous les associations, nous sommes concernés aussi pour nous regarder, pour regarder notre fonctionnement, pour appréhender avec nos parties prenantes l'ensemble des impacts que nous pouvons avoir, positifs et négatifs, que les collectivités également ont à faire cet exercice. Enfin voilà, simplement je veux dire que ce ne sont pas que les entreprises qui ont à faire cet exercice et à faire cette évolution en vue d'une transition beaucoup plus globale de la société. Donc un premier point pour essayer de resituer ce qu'est la RSE. Je ne vais pas vous assommer avec les questions de contexte que vous connaissez aussi bien que moi, mais qui sont quand même la toile de fond qui a en fait fondé le principe et la montée en puissance de la RSE, qui sont donc les problématiques sociales, les problématiques sociétales, mais les problématiques sociales, les problématiques environnementales et les problématiques économiques que l'on connaît et qui sont liées à un mode de développement, à un mode de production et un mode de consommation lié à notre développement depuis plus d'un siècle et lié à un développement des pays qui sont en train de se développer également et qui ont bien évidemment droit à un cadre de vie plus favorable que ceux qu'ils ont connus. Mais dans quelles conditions pour la planète? C'est en fait la question que cela pose. Avec donc des problématiques qui sont liées à un accroissement démographique et donc une part significative et de plus en plus grande de la population qui vit en ville. Donc avec tous les sujets et les questions que cela pose, des questions de protection sociale aussi et de santé liées à l'augmentation de l'âge de la vie, des problématiques environnementales que l'on connaît, de pollution, d'épuisement des ressources du fait d'une surexploitation pour construire nos biens et nos services et qui sont donc à disposition d'une population avec laquelle on entretient en fait un lien de surconsommation. Donc ça génère aussi chez nous une envie et une tension par rapport à la consommation. Donc tout ça est un phénomène un petit peu exponentielle sur en tout cas les matières premières dont dispose la planète. Et puis les questions de carbone, de climat et d'énergie. Bon, ça a été évoqué à travers le premier exposé, mais vous avez certainement eu des échos sur le fameux rapport du GIEC là, dont est sorti le dernier volet, en tout cas une des parties du dernier volet, et qui met à nouveau en avant les tendances par rapport aux évolutions climatiques, aux phénomènes climatiques qui vont impacter un grand nombre de populations sur cette planète, et puis qui montre bien la responsabilité, et c'est là aussi qu'on arrive à ce fameux terme de responsabilité qui est très fort et qui est central, la responsabilité des activités humaines sur ces évolutions. Exemple, quand le Rana Plaza à l'autre bout de la planète s'effondre et fait des milliers de morts, ça interroge sur nos modes de consommation et ça vient télescoper notre responsabilité en la matière par rapport aux choix de vie, aux choix dans notre quotidien en fait. Ça vient interférer avec ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Sur un tout autre registre, les abeilles et les insectes dont les populations diminuent, eh bien, en tout cas, il y a un certain nombre d'impacts de nos activités humaines qui engendrent cela, et ça provoque un certain nombre de conséquences très significatives sur des productions végétales qui, au bout du compte, vont avoir aussi des impacts sur l'homme. Donc, en fait, ce siècle a montré grandement les interconnexions que les gens entre eux avaient et que les différentes parties de l'écosystème avaient entre eux, et ça pose vraiment la question donc de la responsabilité des individus et des organisations pour faire une machine arrière sur ce processus qui va quand même relativement droit dans le mur.
Alors, sur la question de la responsabilité sociétale des entreprises, il y a des définitions qui existent, hein, donc elles sont posées là. Vous avez une source qui est celle de la norme ISO 26000, c'est la norme internationale qui a été adoptée en 2000 sur la responsabilité sociétale des organisations, hein, j'y reviens. Et vous avez aussi une définition européenne que je vous donnerai. Donc, responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société, sur l'environnement, qui se traduit par un comportement transparent et éthique. Ça, on y reviendra, c'est-à-dire comment on décline concrètement cette question de la responsabilité sociétale. Et puis la définition européenne est un tout petit peu différente, c'est la responsabilité sociétale des entreprises est une orientation du modèle économique, donc on est bien aussi dans un changement de logiciel, dans un changement de paradigme, qui réduit les impacts négatifs et augmente les impacts positifs, parce qu'il faut bien voir qu'on est sur les deux aspects de la balance. Il y a des impacts positifs, bien évidemment, en termes d'emploi, ça a été signifié, mais aussi plus largement des effets indirects sur le patrimoine, sur les communautés locales, j'y reviendrai. Et donc, il s'agit de les accroître. Donc c'est élaboré avec les parties prenantes, un terme très central dans les questions de RSE, à partir d'une transparence partagée et en vue d'offrir des biens et services de façon de plus en plus durable. Un petit peu long, mais qui plante bien le registre et ce que l'on veut dire par le terme de RSE. Donc je reviens sur l'ISO 26000 parce qu'au fond, c'est un travail, donc vous savez, de consensus entre les parties prenantes qui a été donc adopté. La norme a été publiée en novembre 2010 et qui montre bien les différentes sphères qui composent en fait la RSE. Donc vous avez là autour de la fleur les pétales, un pétale droit de l'homme, un axe relations et conditions de travail, un axe bonne pratique des affaires, un axe questions relatives aux consommateurs, donc ça ne figure pas dans tous les cadres, hein, mais la question des consommateurs a été prise en compte dans la norme, les questions environnementales et l'engagement sociétal. Je reviendrai pour décliner un peu des actions concrètes, comment tous ces axes nous concernent, plus ou moins en fonction de l'entreprise que l'on est. Et vous avez au centre l'organisation, parce que la RSE est bien intégrée dans l'ensemble de l'entreprise et mise en œuvre aussi dans l'ensemble de la sphère d'influence, hein. Donc l'entreprise vue comme un écosystème avec des parties prenantes internes et l'entreprise vue aussi comme une partie d'un maillage plus large, donc avec des parties prenantes externes qui ont des liens avec l'entreprise. Je pense qu'on donnera les diapos, il y a quelques liens, il y aura peut-être des références qu'on pourra vous donner si ça vous intéresse en plus. Donc cette notion d'interdépendance, hein, qui est signifiée en dessous, parce que voilà, c'est cette question des liens étroits qui fait que quand on bouge un des éléments du puzzle, l'ensemble se déplace. Mais encore, donc vous avez d'autres cadres, hein, qui structurent la RSE, si vous voulez aller les rechercher et regarder un petit peu plus loin. Donc la RSE, c'est prendre en compte évidemment le respect de la réglementation. Donc on reprend des grands cadres fondamentaux autour de l'Organisation internationale du travail qui a posé les principes et droits fondamentaux du travail, les droits de l'homme. Donc il s'agit bien évidemment de respecter la réglementation, mais dans la RSE d'aller au-delà et de regarder quelles sont les influences et les impacts sur lesquels on peut agir. Sur la RSE, il y a donc deux autres cadres qui existent. Le Pacte mondial des Nations Unies, donc ça c'était sous l'influence vraiment de l'ONU en 2000, 10 principes que vous pourrez aussi aller retrouver qui sont plus globaux, je dirais, que la norme. Et puis les principes directeurs de l'OCDE, mais qui s'appliquent aux multinationales. Donc c'est vraiment à titre d'information. Donc la RSE, c'est une approche globale. Bon, déjà dit, c'est une démarche volontaire. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de mettre en place une démarche RSE. Mais, quand même un grand mais, c'est qu'on est dans un système où il y a un certain nombre de pressions qui poussent à agir et qui, d'une certaine manière, sont pratiquement du registre de l'obligation. Vous avez les pressions de la société, certes, vous avez aussi les pressions des donneurs d'ordre. Qui peuvent, dans leur appel d'offres, marché public, etc., mettre en place un certain nombre de clauses. Si on veut y répondre, si on veut être éligible, finalement, il faut voir ce qu'on fait déjà et peut-être aller au-delà pour pouvoir s'inscrire dans ces marchés-là. Pression aussi d'investisseurs, d'actionnaires qui veulent qu'on aille davantage et qu'on progresse en matière de RSE. Bon, tout ça, évidemment, vous pourrez interagir, peut-être poser des questions ou réagir avec ce point.
La question de la RSE est à distinguer du reporting, hein, parce qu'il y a des obligations en matière de rapport développement durable, de reporting, avec des seuils par rapport à taille d'entreprise ou taille de collectivité, puisqu'elles sont aussi, pour un certain nombre d'entre elles, obligées de faire un rapport développement durable, mais ce sont deux choses distinctes, hein. La démarche de RSE et la façon d'en rendre compte dans le reporting sont deux choses dissociées. Et puis donc, une ouverture vers les parties prenantes, chose que j'ai déjà évoquée. Je ne sais pas si on lit bien là dans les... Pareil, il y a encore cette forme de pétale. Vous avez des parties prenantes internes, donc liées à l'écosystème entreprise, les salariés, les actionnaires, les investisseurs, et puis les parties prenantes externes, donc ce sont celles qui interagissent avec l'entreprise, qui ont un lien d'intérêt. Qui ont un lien d'intérêt dans les activités ou les décisions de l'entreprise. Donc vous avez, il faut que je remette mes lunettes, les fournisseurs, les sous-traitants, les consommateurs, les clients, les pouvoirs publics, riverains, communautés, les médias et les associations ONG. Alors on les indique là parce qu'elles représentent aussi ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Donc les générations futures, l'environnement, voilà. Elles sont représentatives des impacts sur ces sphères-là. Alors, d'accord, mais quels sont les motifs, quelles sont les opportunités pour s'engager quand on est une entreprise ou une organisation, pour s'engager dans une démarche RSE? Il y a un certain nombre de points qui doivent donner envie, de passer à l'action. Donc c'est le fait d'associer performance, compétitivité, rentabilité et progrès social pris en compte des impacts environnementaux. Parce que tout cela, bien entendu, fonctionne ensemble. On parle bien d'organisation durable, d'organisation pérenne, d'organisation qui vivent bien. Donc la question de la rentabilité n'est pas dissociée de prendre en compte l'environnement ou les progrès sociaux. Donc aussi une forme d'opportunité, c'est une possibilité de réduire un certain nombre de coûts et dépenses par rapport à, parfois qui se traduisent par des investissements au départ, mais qui peuvent générer finalement des économies sur le long terme. Répondre à un certain nombre d'exigences de donneurs d'ordre et d'investisseurs, comme je l'ai évoqué. Un ou des points forts à venir, là, c'est renforcer la motivation et la fidélisation des salariés. Je pense qu'en interne, voilà, ce sont des choses qui sont importantes parce que la RSE, elle s'inscrit bien dans l'ensemble de l'entreprise. Elle embarque tout le monde. Elle ne repose pas sur une ou quelques personnes. Et la plupart des salariés, enfin, je veux dire, ça fait partie des courants et des tendances aujourd'hui, la recherche de sens, l'inscription des valeurs que l'on a personnellement sur son lieu de travail et dans sa vie professionnelle. Donc, il peut y avoir là aussi des passerelles intéressantes pour fidéliser et motiver les salariés. Restaurer ou préserver son image. Bon voilà, la restaurer quand il s'est passé un certain nombre de faits et qu'on a envie d'y travailler. Évidemment, il s'agit d'être sur les actes, hein, pas que sur la communication. La communication, elle vient après. Ou la préserver parce qu'on fait bien les choses, mais qu'on est environné aussi de concurrents peut-être qui les font moins bien. Et des fois, le grand public est un peu prompt, et avec les médias, à jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc voilà, c'est comment faire en sorte qu'on donne une image en tout cas fidèle de ces actes et d'une attitude responsable. Donc être cohérent entre les actes et la communication, hein, évidemment, je pense que tout le monde en a... vraiment assez du greenwashing, du made in France washing, enfin voilà, de tout ce qui est washing et de tout ce qui est verdissement lorsque ce n'est pas fondé, lorsque ce n'est pas sincère. Donc il y a vraiment une crise de confiance par rapport à cela. Cela permet de stimuler la capacité à innover, hein, de rentrer dans ces démarches-là, peut-être de trouver de nouveaux enjeux commerciaux, de nouveaux marchés, pourquoi pas, et puis de se démarquer concurrentiellement par rapport à ses voisins. Anticiper les obligations réglementaires, pas anodin parce qu'effectivement il y a quand même une roue qui est en marche aussi bien au niveau national qu'au niveau international, mais je dirais surtout européen, avec des cadres qui englobent de plus en plus de monde et qui peut-être demain obligeront aussi les PME peut-être à avoir atteindre un certain nombre de critères et d'indicateurs. Et puis réduire l'exposition aux risques. Donc ensuite, j'ai mis de façon très, très, très succincte la démarche de projet que vous connaissez tous, mais au fond, rentrer dans une démarche RSE, c'est bien piloter un projet.
piloter un projet avec, encore une fois, l'ensemble de ces parties prenantes internes ou des représentants et des représentants de ces parties prenantes externes. Mais il s'agit de, dans une phase de diagnostic, bien capitaliser sur l'existant. Il ne s'agit pas de mettre en place une usine à gaz. Chacun à son échelle doit partir de ce qui est le fond commun, le fond existant, des points positifs sur lesquels on peut ancrer solidement la démarche RSE. Donc ça, c'est aussi stimulant de se dire, tiens, finalement, il y a des choses qu'on fait qu'on n'avait pas imaginé, intitulées, nommées RSE. De passer ensuite, bien sûr, d'une phase de diagnostic à une phase de plan d'action, d'élaboration et de mise en œuvre. Je viendrai tout à l'heure sur quelques exemples d'actions et dans les sphères qu'on a vues tout à l'heure, de voir quels sont les leviers et les actions qu'on peut mettre en place. Et puis l'évaluation, qui est toujours importante dans le projet, c'est-à-dire se donner un rendez-vous pour voir ce qui a fonctionné, là où on a eu plus de mal, essayer aussi de se confronter ou de discuter avec des gens qui sont dans la même dynamique, parce que ça permet d'avancer, et puis se faire accompagner. On évoquera tout à l'heure aussi les lieux, les ressources. C'est important certainement de ne pas être seul dans la dynamique et donc d'être accompagné pour le faire dans le bon sens. Avoir en tête que c'est une démarche de progrès, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'instant T0 et en basculant à l'instant T1 que tout à coup on va être sur un modèle différent, qu'on aura tout mis en place par rapport à ce qu'on voudrait faire pour progresser. Non, on est vraiment dans une démarche et on progresse en avançant. Et enfin, donc, la dernière diapo pour vous donner donc quelques exemples d'actions. Effectivement, les rubriques tout à l'heure que j'évoquais autour de la RSE peuvent vous sembler un peu loin des préoccupations de l'entreprise, de l'organisation que l'on est. Mais parfois, finalement, si on regarde bien le spectre de ces impacts, ça peut aller finalement aussi loin que le décrivent les différents critères. Par exemple, sur l'axe des droits de l'homme, en fait, c'est l'angle ne pas se rendre complice. Donc, j'ai repris là ce qui est indiqué dans la norme ISO 26000, c'est ce devoir de vigilance. On n'est pas forcément une entreprise qui avons des implantations dans des pays où il peut y avoir des questions majeures de droits de l'homme, de risques pour les travailleurs. Mais par contre, on peut faire travailler des fournisseurs ou des sous-traitants qui ont ces problématiques-là directement. Et donc, l'entreprise, elle a un devoir de vigilance par rapport à cela. Lutte contre les discriminations, donc ça c'est en direct au sein de l'organisation. Comment est-ce qu'on prend en compte les questions de genre, les questions d'âge, les questions de handicap? Est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir lutter contre les discriminations? Évidemment, tout ça est au regard de l'activité. Il ne s'agit pas de... voilà, encore une fois, c'est du sur-mesure à chaque fois. Mais prendre en compte par rapport à ce qu'on est, ces questions-là. Les relations et les conditions de travail. Donc là, j'ai évoqué, j'ai relisté la question du dialogue social. Quelle est la nature et la qualité dans l'entreprise du dialogue social? Et là, il n'y a pas de question de taille. On est tous concernés. Le point sur santé et sécurité au travail est aussi majeur. Alors, sur ces différents axes, vous avez 37 actions qui sont listées dans la norme. Vous voyez, j'en ai pris une sélection, mais vous pourrez aller les retrouver. Sur le point de l'environnement, donc ça c'est à la limite ce qui est peut-être plus spontanément, ce qui vient peut-être plus spontanément à l'esprit, c'est quels sont les impacts en matière de pollution, donc comment les prévenir. Quand on est une imprimerie, un pressing, voilà, on utilise un certain nombre de produits, donc naturellement on verra un lien de cause à effet possible, et donc comment on peut trouver des solutions, des alternatives qui vont réduire les impacts négatifs. C'est aussi rentrer dans une logique d'utilisation durable des ressources. Là, on a beaucoup entendu parler d'économie circulaire, mais ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux, mais avec la conférence environnementale. Et donc sur des territoires, c'est intéressant d'innover en matière d'économie circulaire et de voir comment on génère de la ressource à partir de déchets et comment on rentre dans des cycles vertueux. La question de loyauté des pratiques, donc là c'est plus au sein du business, la concurrence loyale, la lutte contre la corruption. Tu regardes ta montre, je me dépêche, je vais vite. Les questions relatives aux consommateurs, protection santé et sécurité, protection des données personnelles. Je pense que là c'est pareil, on est tous concernés par rapport à la capitalisation des données et ce qu'on en fait.
Et enfin, donc plutôt une logique de conséquences indirectes, mais auprès des communautés et du développement local, c'est-à-dire sur son territoire, comment on peut avoir un impact positif ou pas d'ailleurs, sur les habitants, les citoyens, les riverains. Et quand, encore une fois, on fait appel à des pays plus éloignés, on peut avoir aussi des conséquences indirectes positives en matière d'emploi, en matière de création de richesses sur les communautés locales qui sont concernées. Lié à tout ça, bien sûr, la gouvernance, comment au sein de l'organisation la gouvernance est pilotée, comment elle prend en compte l'ensemble des parties prenantes. Donc ça, c'est une question transversale. Et puis, donc, un petit mot de conclusion. Il faut en effet se poser les questions globalement, mais y répondre par rapport à ce qu'on est, son identité, son activité, son histoire, etc. Donc on est sur du sur-mesure. La RSE, c'est pas une recette appliquée que tout le monde doit suivre. Et puis enfin, peut-être un point clé à retenir, c'est vraiment de capitaliser sur l'existant, parce que dans toutes les entreprises et dans toutes les organisations, il y a des points déjà qu'on fait sans le nommer en termes de RSE. Voilà, je dirais juste un mot de sous-conclusion pour vous dire qu'il y a une plateforme nationale qui a été créée. Peut-être vous avez entendu parler d'une plateforme nationale RSE pour maintenir à l'agenda politique national cette question de RSE et qu'elle rassemble l'ensemble des parties prenantes. Bon, le comité 21 y siège, mais vous avez aussi des représentants de tous les types d'entreprises, petites et grandes, des environnementaux, les syndicats, etc. Et que donc l'objectif, c'est de construire une stratégie nationale de RSE. Donc voilà, à suivre. J'ai toujours le rôle.